Bonjour tout le monde. Hello everyone. Since the beginning of the crisis, our government has been focused on keeping Canadians safe and making sure people are supported during this challenging time. And as we move into the summer, this work continues. While we've made good progress over the past few months, the virus remains a very serious threat to our health. And with parts of the economy shut down for many months, a lot of people need help getting back on their feet. So we're going to continue helping in every way we can. Our government has launched new programs and made new investments to help businesses reopen safely, get people back on the job, and lay the groundwork for our economy to come roaring back. If you own a business and you're struggling with cash flow, you can get a loan through the Canada Emergency Business Account to bridge to better times. If you're a student or a recent grad looking for a job, we've created thousands of new work placements through Canada Summer Jobs and the Student Work Placement Program. And if you're an employer and you need help to bring back your staff, the Canada Emergency Wage Subsidy is there for you through this summer. In every part of the country, business owners are stepping up and hiring back their staff, from Brook Signs in Brantford, Ontario, to Anchor D Guiding and Outfitting in Turner Valley, Alberta. And moving forward, our government will help even more businesses bring back their workers. La vie commence tranquillement à reprendre son cours depuis quelques semaines et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Mais la reprise présente aussi des nouveaux défis. Notre gouvernement continue de suivre la situation de près et d'être à l'écoute des Canadiens. On veut que les programmes soient adaptés aux besoins et aux réalités des gens. C'est donc pourquoi le gouvernement fédéral entend prolonger d'1 mois l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial et on travaille avec les provinces et les territoires pour y arriver. Le programme permet présentement à des milliers de petites entreprises à travers le pays de payer moins cher en loyer. On comprend que beaucoup de propriétaires ont des problèmes de liquidité en ce moment et on travaille là-dessus cette semaine. The federal government intends to extend the Canada Emergency Commercial Rent Assistance by another month, and we're working with the provinces and territories to do just that. This program is helping thousands of small businesses across the country save on rent. We know that many business owners are struggling with cash flow right now, so we're working on a solution. With summer officially here, I know a lot of people are wondering what to expect for the coming months. So this afternoon, Dr. Tam and Dr. New will release the latest public health modeling. We'll have more details then, but here's the main takeaway from these projections. After a very challenging spring, things are continuing to move in the right direction. We still have some hot spots in some parts of the country, but nationally, the number of cases, hospitalizations, and deaths is declining over time. And that's because Canadians are doing their part. You took this seriously. You followed public health instructions and made sacrifices so we could get this virus under control. Over the coming weeks, we're going to keep regularly updating Canadians on how this virus is progressing, as we have since the beginning of this crisis, including with the latest numbers continuing to be published every single day. As we move into this new phase, however, Dr. Tam, Dr. New, and I will provide an update on the pandemic a few times a week instead of every day when we have briefings or information to share. I want to stress, though, that while we're on the right track, the fight against COVID-19 is not over yet. As we start to reopen parts of the economy, we must continue to follow local public health guidelines to keep each other safe. Cet après-midi, la Dr. Tam et le Dr. New vont dévoiler les dernières projections de santé publique. On aura plus de détails à ce moment-là, mais voici ce qu'il faut retenir. Après un printemps très difficile, les choses continuent de s'améliorer. On a des zones chaudes, mais dans l'ensemble du pays, le nombre de cas d'hospitalisation et de décès est en baisse. Et c'est parce que les Canadiens font leur part. Vous avez pris la situation au sérieux en suivant les directives de santé publique et en faisant des sacrifices. Au cours des prochaines semaines, on va continuer de vous tenir au courant des derniers développements, comme on le fait depuis le début. Les dernières données sur la COVID-19 continueront d'être publiées à tous les jours.
Mais étant donné qu'on entre dans cette nouvelle phase, la Dr Tam, le Dr New et moi allons tenir des points de presse sur la pandémie quelques fois par semaine, mais pas tous les jours. Je veux être très clair, par contre. On a fait des progrès importants, mais on n'est pas sorti du bois. On doit demeurer prudent et continuer de suivre les directives des experts. With Canada Day right around the corner, we have another busy week ahead of us. In addition to our ongoing response to COVID-19, the new NAFTA will come into force on Wednesday. With trade between NAFTA members valued at nearly $1.5 trillion in 2018, we can't overstate how vital it is to maintain free and fair trade between our three countries. Millions of jobs depend on a strong and stable relationship with our partners. This deal secures access to the North American market for our business owners, entrepreneurs, and consumers. It removes uncertainty for our manufacturers, our investors, and our workers. This deal is good for Canada and good for Canadians. Sur ce, on passe maintenant aux questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions au téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche, TVA, à vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais d'abord vous entendre sur les critiques du ministre québécois du Travail sur la PCU. Il soutient que la prolongation, ça porte atteinte à la relance de l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse selon laquelle ça freine la relance, votre prolongation? Il y a des millions de Canadiens qui n'ont pas d'emploi à ce moment-ci, qui voudraient avoir un emploi, mais parce que l'économie est au ralenti, a été arrêtée pendant plusieurs mois, il n'y a pas d'emploi pour eux. Et donc, il va falloir qu'on continue de leur donner l'aide nécessaire pour pouvoir appuyer leur famille, pour pouvoir faire l'épicerie. C'est ça la priorité. Oui, la relance économique est importante et on a vu énormément de compagnies sont en train d'offrir la subvention salariale pour aider à cette relance. Mais nous sommes encore dans une situation où trop de Canadiens ont encore besoin de la PCU et donc on l'a prolongée. En suivi, Michel? Oui, j'aimerais aussi vous entendre sur ce qui se passe au sud de la frontière, dans certains États américains où on voit vraiment une flambée des cas de COVID. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de rassurer les Canadiens en leur indiquant que les restrictions à la frontière vont demeurer en vigueur au-delà du 21 juillet? D'abord, les restrictions à la frontière continueront et nous allons continuer de parler plus tard dans le prochain mois sur les prochaines étapes, mais ces restrictions sont en place jusqu'au 21 juillet. Par rapport à ce qu'on est en train de voir aux États-Unis, il faut apprendre des défis auxquels d'autres font face et c'est pourquoi que même si, oui, on est en train de réouvrir l'économie, il va falloir qu'on continue à prendre des mesures, de porter des masques quand on ne peut pas garder notre distance de 2 mètres, faire attention au contact avec les autres. Si nous voulons ne pas perdre tout le progrès qu'on a fait au cours des derniers mois, il va falloir qu'on continue à être vigilant, même dans cette nouvelle phase de la pandémie. Obviously, we're going to continue to put the safety of Canadians at the very top of our priority list, which is why we have extended the border measures with the United States until July 21st. And we will continue to assess the situation, work with the Americans on what steps need to be taken into the month of August. What the situation we're seeing in the United States and elsewhere highlights for us is that even as our economy is reopening, we need to make sure we are continuing to remain vigilant, individually and collectively. That means continuing to wear masks when we can't keep 2 meters apart, continuing to be careful about coming into contact with people, continuing to practice what the public health officers are recommending in your regions. We need to continue to be careful even as we reopen so that we don't lose all the significant progress we've made through some very difficult sacrifices by Canadians over the past months. Thank you. Operator, next question over the phone.
Thank you. Merci. Next question. Kate Ballingaro, Bloomberg. Line open. Hello, Prime Minister. I am wondering about how your government has rolled out some of these COVID-19 programs. There has been some criticism about how the response was handled, and I'm wondering if you could get a redo on this response, what would you have done differently? Oh, I think there's certainly plenty of things we would have done differently. Some things we might have done a little sooner, some things we might have done a little later. But we've spent very little time analyzing, wishing we'd done things differently. Those reflections, of course, are ongoing and will continue to be ongoing so that we're better positioned for a potential second wave and moving forward. But throughout, we have done our very best every step of the way to make sure that Canadians were supported. And on that measure, we were successful. In terms of the support to the CERB for over 8 million Canadians who needed it, we were able to support families who then were able to lock down, and that helped us get to the place we are right now of an extremely flattened epidemiological curve. We know that there's lots more work to do, and we're going to continue learning from what we did well and what we perhaps could have done better. But in general, I think certainly when we compare to other countries and when we look at what the OECD said about Canada having had a rapid and substantive response, we know that we've done pretty well. Okay. Je pense qu'évidemment, au cours des prochains mois, on va avoir plein de réflexions sur on aurait pu faire ceci différemment, on aurait pu faire cela plus tôt. Mais la réalité, c'est que nous avions fait les bonnes choses au bon moment, en gros, pour pouvoir aider les Canadiens à rester chez eux, à pouvoir continuer de payer leur épicerie et de pouvoir garder notre économie assez intacte pour pouvoir recommencer maintenant. L'aide aux entreprises et aux entrepreneurs, l'aide aux familles a bien fonctionné et on continue d'apprendre pour pouvoir mieux réagir à l'automne s'il y a une deuxième vague. Following up, Kate? And it's great that you mentioned the possibility of a second wave. I'm wondering, what is the government's capacity to respond, given that the economy has already been shut down for several months and that spending has been increasing due to the COVID-19 response programs? We went into this pandemic with one of the best balance sheets in the G7, and we were therefore able to give people the support necessary as we get through. As always, we will prepare ourselves for the worst possible scenarios, but we will hopefully see the best possible scenarios. We know that we're going to be working very, very hard to continue the testing, the contact tracing, including across all provinces. We'll be rolling out an app soon that will be an extra layer of support for Canadians to be able to keep themselves safe. But on top of that, we also know that if we do get hit in certain regions or across the country in the fall, we will be able to respond with sufficient fiscal room to be able to do that. Okay. Nous savons qu'il faut toujours se préparer au pire, mais espérer pour le mieux. Nous nous préparons pour une deuxième vague qui pourrait frapper très fort. C'est pour ça que nos investissements en équipement de protection, nos investissements en tests de dépistage, nos investissements en recherche de contacts pour qu'on soit en position de réagir rapidement et fermement si jamais il y a une éclosion dans les mois à venir, c'est la bonne approche à prendre. En même temps, nous avions eu un des meilleurs bilans économiques de tous les différents pays du G7 en entrant dans cette pandémie et c'est pour ça qu'on a pu aider tant de familles, tant d'entreprises à passer à travers ces premiers mois. Si jamais on se retrouve dans des situations difficiles à l'automne, on va avoir la capacité de continuer à aider. Mais comme j'ai dit, nous allons nous assurer que ce qu'on a en termes de mesures en place puisse empêcher, si c'est possible, une deuxième vague. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Michelle Carbert from the Globe and Mail. Line open. Hi, Prime Minister. Thanks for taking our questions. This question is about Canadian foreign fighters in Syria. Despite your government's claim that it is too dangerous to send diplomats into northeastern Syria to repatriate these Canadians, more than 20 countries, including the U.S., France, and Germany, have repatriated their citizens from northeast Syria.
Why can't Canada do the same and take responsibility for its citizens? We continue to engage in consular cases around the globe. The situation in Syria continues to be extremely dangerous. There are countries that have presence on the ground in Syria. Canada is not one of those countries. We will continue to ensure that we're keeping as a priority the protection of Canadians working abroad, particularly in this COVID context, but in every context. Okay. Nous allons continuer de travailler pour aider les Canadiens en difficulté à travers le monde. En Syrie, il y a beaucoup de pays qui ont une présence sur le terrain. Le Canada n'est pas un pays qui a une présence quelconque sur le territoire syrien. Mais nous allons continuer d'essayer d'aider les Canadiens tout en reconnaissant que la santé, la sécurité des travailleurs dans notre corps diplomatique doit être notre première priorité, particulièrement dans l'ère de COVID-19, mais en tout temps. Following up. And as a follow-up on another subject, Liberian warlord Bill Horace, who has been accused of committing murder, torture, and rape in the early 90s, was recently shot dead in London, Ontario, after living in Canada for almost 2 decades without facing charges. Why did Canada fail to bring him to justice? This is a question on which we will be following up as a government. Merci. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone. Thank you, merci. Prochaine question. François Carabin, Journal Métro. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir rapidement sur le cas de la PCU. Comme mentionné un peu plus tôt, le ministre Boulet au Québec a émis des critiques sur le programme. Il a suggéré notamment que la PCU se limite à certains secteurs de l'économie. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez réfléchir, là? La PCU a été prolongée parce qu'on a encore des millions de Canadiens qui voudraient travailler, mais pour qui il n'y a tout simplement pas de job. Oui, on est là pour appuyer les entrepreneurs. Oui, on est là pour appuyer les entreprises. Mais notre priorité doit toujours être les familles et les travailleurs canadiens. Et c'est le choix que nous avons fait. Nous encourageons les entreprises qui peuvent d'utiliser la subvention salariale pour ramener leurs travailleurs. Nous encourageons la reprise de l'économie de façon graduelle et de façon aussi rapide que possible en même temps. Mais nous allons toujours privilégier l'appui aux gens dans cette pandémie et c'est exactement ce que nous faisons. En suivi? Oui, merci. Pour la question du vaccin, bon, on est encore loin d'avoir développé un quelconque vaccin, mais s'il devait y en avoir un, dans la perspective où on arrive avec un vaccin, quel est le pouvoir du gouvernement fédéral pour imposer un vaccin, étant donné qu'on doit atteindre des taux de vaccination assez élevés pour combattre la COVID-19? On est encore loin de cette question-là. J'ai l'impression que dès qu'il y a un vaccin qui sera disponible pour la COVID-19, et le problème ne sera pas de forcer les gens de le prendre, le problème va être d'avoir assez de vaccins pour tout le monde. Et c'est sur ça, justement, qu'on est en train de se concentrer. On travaille dans plusieurs partenariats au Canada et à travers le monde pour s'assurer que non seulement on fasse partie des contributions pour trouver ce vaccin, mais qu'on puisse ensuite en produire en assez grand nombre pour aider ici au Canada, mais aussi les pays vulnérables à travers le monde. C'est ça notre priorité. J'ai confiance que les Canadiens, comme ils le font toujours, comme ils l'ont fait à travers cette pandémie, vont faire la bonne chose par rapport à un vaccin éventuel. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. On entre dans une nouvelle phase, nouvelle projection, possibilité de deuxième vague. Quelle est l'importance du masque dans cette nouvelle vague? Et surtout, vous le portez personnellement. C'est fortement recommandé, mais il y a encore des gens qui sont réticents. Quand vous voyez des gens qui ne le portent pas en public, est-ce que ça vous inquiète? Tout le monde va prendre leurs propres décisions, mais je pense qu'il y a un grand nombre de Canadiens qui suivent les conseils
de nos experts en santé publique. C'est ce que je fais. Je porte un masque quand je m'en vais au bureau, quand je suis en proximité de gens où je pense ne pas pouvoir garder ces 2 mètres de distance. C'est une discipline personnelle que j'ai et je sais que beaucoup d'autres gens le font. Si on veut réellement empêcher cette 2e vague, à mesure qu'on relâche un petit peu les mesures à l'échelle de la population en général, les mesures individuelles vont continuer à rester extrêmement importantes. De garder ses distances autant que possible, de se laver les mains, de ne pas se toucher le visage, de porter un masque quand vous n'allez pas pouvoir garder vos distances. C'est comme ça qu'on va s'assurer qu'il n'y aura pas de 2e vague ou que la 2e vague, si elle vient, sera minimisée. Nous devons de rester vigilants jusqu'à ce qu'on développe un vaccin et c'est accessible pour tout le monde. Obviously, I think it's important that people continue to follow public health advice. Even as we are loosening population controls, loosening rules around businesses and leaving home, it's going to be really important that individuals continue to behave carefully and in responsible ways. Our local public health officials are encouraging continuing to keep 2 meters distance. When you can't keep that 2 meters distance, to wear a mask. Certainly that's the choice that I'm making in order to keep myself and others safe. It is going to be really, really important that everyone remains attentive and vigilant to their own behaviors so that we can prevent a second wave from arriving, as we've seen in many places around, we're beginning to see in places around the world, but also so we can minimize any wave if it does hit. It's on Canadians individually, and that's why I have tremendous confidence, because we've seen how Canadians have acted and reacted over these past months, which has allowed us to get to this next phase. Au sujet de l'ALENA qui entre en vigueur dans 2 jours, l'industrie laitière notamment a fait des sacrifices. L'aluminium a fait des sacrifices. On a fait des concessions aux Américains pour pouvoir signer une entente, solidifier l'accès à un marché. Or, l'entente n'est même pas encore en vigueur. Il y a déjà des discussions d'ajouter des tarifs sur des choses dont on pensait, qu'on s'était entendu. Est-ce que vous avez fait des concessions pour rien? Au contraire, avec le nouvel ALENA, on a su protéger nos industries culturelles dans l'ère numérique et pour l'avenir. On a pu assurer une meilleure protection pour notre industrie automobile. On a su, et le plus important, c'est qu'on a su continuer de protéger l'accès privilégié que des milliers d'entreprises canadiennes et des millions de Canadiens ont au marché américain à un moment de protectionnisme et d'incertitude sur le commerce mondial. On a pu protéger l'accès et l'économie canadienne et son accès aux États-Unis, et ça, c'est extrêmement important. Effectivement, on entend les propositions préoccupantes par rapport à des tarifs potentiels sur l'aluminium, et on va continuer de souligner aux États-Unis qu'ils ont besoin de l'aluminium canadien pour leur industrie d'automobile, pour leurs industries d'autres technologies à travers les États-Unis. Ils ne produisent pas assez d'aluminium aux États-Unis pour pouvoir combler leurs besoins, et d'augmenter le prix de l'aluminium pour leurs travailleurs, pour leurs compagnies, c'est une mauvaise idée. Encore une fois, on voit à quel point nos économies sont intégrées et on va continuer de souligner cela à l'administration américaine. In English, please. We're moving forward on a renewed NAFTA that achieved many important gains for Canadians. Protections on intellectual property, protections for our auto industry, protections on cultural industries, which was extremely important right across the country, not just in Quebec. But most important of all, we secured Canada's access to the world's largest market in a privileged way at a time of protectionism and uncertainty. And that is something that makes a huge difference for Canadians, for Canadian businesses, and indeed for investors around the world, that Canada continues to have protected and privileged access to the United States.
In regards to aluminum, we have heard, obviously, the musings and proposals from the United States that perhaps there needs to be more tariffs on aluminums. What we simply highlight is the United States needs Canadian aluminum. They do not produce enough, nowhere near enough aluminum in the States to be able to fill their domestic manufacturing needs. Therefore, if they put tariffs on Canadian aluminum, they're simply increasing the costs of inputs, necessary inputs to their manufacturing base, which will hurt the American economy. Again, we see that our economies are so interlinked that punitive actions by the United States administration end up hurting Americans the same way they end up hurting Canadians. That's why we will continue to advocate for continued free and fair trade between our two countries in a relationship that has been extraordinarily beneficial to our two countries for many, many decades. Brian Mullen, Global News. Prime Minister, to follow up on an earlier question, Human Rights Watch says Canada may be unlawfully withholding or limiting effective consular assistance to the 47 Canadians, including 26 children, detained in northern Syria. What's your response to this specific allegation? Is your government deliberately withholding assistance? The primary preoccupation of any government needs to be the safety and security of its citizens. And in this situation, the safety and security of our diplomatic personnel needs to be top of mind, particularly at a time of COVID, but in regular times as well. We will continue to work through third parties to try and provide consular assistance to Canadians. But Canada, unlike many other European and international partners, does not have any Canadian personnel in Syria. Le Canada n'a pas de personnel sur le terrain en Syrie. Nous allons continuer de travailler avec des partenaires à l'international, mais la protection et la sécurité de notre corps diplomatique, de nos travailleurs canadiens, est toujours une priorité pour nous. Other countries have been able to assist their citizens over there, so is the government deliberately withholding assistance? No, we continue to be a government that looks to support Canadians in difficulty overseas. It's something that we've done consistently over the past years and will continue to do. Prime Minister Kevin Gallagher, CTV National News. I just want to follow up on this Human Rights Watch report. This inaction that they're saying obviously leads to Canadian nationals being subject to torture, inhumane conditions. It's a serious allegation here from this organization. How does it affect your ability? You've often stood up here and talked about how you are never afraid to stand up for human rights on the world stage and bringing those issues directly to other countries that are accused of this. How does this report now affect your ability and credibility to do that? As a country, we have always stood up to condemn the horrific actions in the Syrian civil war, the terrible actions by terrorists in the region. We will consistently stand up and defend Canadians and defend citizens' rights to live in safety and in peace. We have a responsibility as a government to ensure that Canadian citizens, particularly employees, are not put into danger, are not exposed to grave situations. Syria is an area where we do not have any diplomats or any Canadians on the ground, and therefore we work through intermediaries to try and provide consular assistance as best we can. Okay. Nous allons continuer de condamner la violence au Proche-Orient. Nous reconnaissons à quel point c'est déstabilisant, pas juste pour les individus dans la région, mais à travers le monde. Mais nous allons toujours assurer la sécurité des Canadiens et c'est pour ça que nous travaillons par des intermédiaires pour aider des Canadiens en difficulté. I want to ask you as well about the We Charities. The Canadian government has outsourced this student grant program. The Conservatives have asked for the Auditor General to look into it, but I think I want to ask you, how will there be accountability for Parliament with this $900 million program being outsourced to a third party?
The Government of Canada has extensive practice of working with third parties, charities, to deliver programs. When we wanted to move forward to help various food banks across the country, we worked with the charity Food Banks Canada in order to deliver the program. When we wanted to help grassroots community organizations, we worked with United Way in order to deliver that program. The We charities are evaluated by our public service as being the best and only organization able to deliver on the scale that we need to make sure that young people have service opportunities this summer. We saw 25,000 young people from every corner of the country apply just over the past few days to be able to serve their country, and we know that this is something that is going to be extremely important in the coming months. Okay. Le gouvernement du Canada travaille régulièrement avec des parties tiers, des organismes caritatifs pour livrer des programmes. Quand on a voulu travailler pour la sécurité alimentaire dans différentes communautés, on a travaillé pour livrer le programme avec Banque alimentaire Canada. Et on s'est tourné vers Centraide pour livrer un programme d'aide aux organismes communautaires dès le début de la pandémie. Nous allons continuer de travailler de façon rigoureuse avec différents organismes pour mieux livrer pour des Canadiens, et l'organisation Oui est extrêmement bien placée pour livrer pour des jeunes d'un bout à l'autre de ce pays. D'ailleurs, dans les derniers 2-3 jours, on a vu 25 000 jeunes faire application à ce programme pour pouvoir servir dans leur communauté. On voit à quel point les jeunes veulent s'impliquer, faire du bénévolat, faire du service pour aider leur communauté, leur pays, et nous devons les encourager. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. On the Human Rights Watch report, I'd like to ask you, is your government in any way reluctant to help these particular Canadians, given their connection to ISIS? We recognize that we need to try and help all Canadians. It is more complicated when we talk about the fact that a number of these people could face charges when they return to Canada for their activities linked to terrorism. But the engagement that we need to have with people around the world in order to make sure that they're getting the support that they have a right to as Canadians continues to be something we worry about. Okay. Évidemment, dans certains de ces cas, des individus vont faire face à des accusations quand ils vont retourner au Canada pour avoir participé ou soutenu des activités terroristes. Mais en même temps, nous avons des obligations pour essayer d'aider des Canadiens, quelle que soit leur situation, et c'est toujours quelque chose que nous allons chercher à faire. And on the We charity, you're saying that they're the only ones really who can do this job. Can you explain why that is? Why is it? What skills do they have that no one else does? And also, some volunteer organizations say that you're blurring the line between paid labor and volunteer work. What do you think about that? The We organization is the largest national youth service organization in the country. They have networks in every corner of the country and organizations that they work with. They already have worked over the past many years to deliver service opportunities to young people in every corner of the country. And quite frankly, when our public servants looked at the potential partners, only the We organization had the capacity to deliver the ambitious program that young people need for this summer that is so deeply impacted by COVID. On the issue of service and volunteerism, we know thousands upon thousands of young people want to step up and engage in their communities, serve in their communities, help their country and their fellow citizens through this difficulty, while at the same time developing important work experience. The idea of giving bonus grants to young people who serve has long existed, and we know that it is something that is really important to recognize the value of service. But these young people will be volunteering in ways that will make a huge difference right across the country. Quand la fonction publique a regardé les différents organismes à travers le pays qui pourraient nous aider à livrer des opportunités de services dans tous les coins du pays à une échelle pour toucher des dizaines de milliers de jeunes,
Il y a seulement l'organisation, oui, qui était capable de le faire. Eux, ils ont les connexions et une expérience d'avoir livré des programmes semblables dans tous les coins du pays. Et nous allons utiliser leur expérience pour livrer ce programme extrêmement ambitieux qui va aider des dizaines de milliers de jeunes à servir dans leur communauté. Et l'idée de donner des bonus ou une reconnaissance à ces jeunes qui servent est bien établie dans le milieu du service. C'est encore du bénévolat. Ils vont s'impliquer pour aider dans leur communauté, mais nous allons reconnaître en tant que pays l'importance et la valeur de ce bénévolat. Je pense que c'est important de reconnaître à quel point les jeunes ont énormément à offrir à leur communauté, à la reprise et à notre avenir. Et c'est pour ça que nous allons toujours être là pour eux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse Merci d'aujourd'hui. tout le monde.